Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi ce rendez-vous. Les conceptions de l'habitat et les manières d'habiter évoluent au gré des mutations sociétales nombreuses et pour certaines extrêmement rapides. Et puis sous l'impulsion des nouvelles technologies, le marché immobilier s'est aussi converti au numérique. C'est ainsi qu'on voit apparaître des innovations autour du financement, autour de la conception et aussi autour des parcours immobiliers. Ces nouvelles pratiques, ces nouveaux usages, eh bien on va vous en partager quelques-uns avec nos invités que je vous présente maintenant. Karim Essemiani, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Gwenec, qui est une plateforme de financement citoyen. Vous pouvez financer un parc photovoltaïque comme des logements. Oui, Grand écart. oui, tout à fait. Gwenec, qui veut dire petit sou en breton, est une entreprise. Qui veut dire Oui, oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, pardon. Ça veut dire Oui, Gwenec veut dire petit sou en breton, petite monnaie. C'est de la petite monnaie en breton. Est une entreprise qu'on a créée en 2015, en fait, notre 8e anniversaire, et on finance effectivement des entreprises du territoire via de la prise de participation, du financement de bas de bilan, avec comme principale caractéristique 95% des souscripteurs sont basés également en Bretagne. Donc c'est une forme de circuit court du financement qui vise à accompagner la création, le maintien des emplois de nos enfants sur notre territoire. On en reparlera. Merci beaucoup. Laurent Lebaudic, directeur général de Teamzy, une solution pour rendre moins complexes les parcours immobiliers. On en parlera tout à l'heure vers la fin de nos échanges. Et puis Alban Boyer, président directeur général de Trécobat, 4e constructeur français de maisons individuelles. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là également. Une première question peut-être à Alban Boyer d'abord sur le logement. Il marche votre micro ou pas? Normalement, il n'y a rien à toucher. 1, 2, 1, 2. Voilà, vous posez sur le menton et tout va bien. Le logement, c'est un sujet au cœur de l'actualité. Est-ce qu'il y a des territoires d'ailleurs où le logement n'est pas un sujet aujourd'hui? Je crois qu'on ne peut plus dire qu'il y ait de territoires qui ne soient pas concernés. En fait, je pense qu'avant, on opposait un peu les métropoles et le périurbain ou les petites communes. Je crois que les sujets sont situés partout et que la différence aujourd'hui, c'est entre les territoires qui sont en mouvement et ceux qui ne le sont pas. Et tous les territoires bretons sont quasiment en mouvement puisqu'il y a de la démographie positive, de l'économie et donc plein de projets. Et pour le coup, ça pose beaucoup de difficultés. Les raisons sont multiples aujourd'hui, ces difficultés? Oui, les raisons sont multiples. Alors déjà, ça crée des difficultés sur un certain nombre de populations. La première, c'est l'emploi des salariés. Beaucoup de chefs d'entreprise m'en parlent. Beaucoup de chefs d'entreprise ont des difficultés. Les primo-accédants, les seniors, et puis un petit peu aussi les étudiants et les saisonniers. Sur les sujets qui sont à l'origine un petit peu de tout ça, c'est pas que la Bretagne qui est concernée, c'est pas que la France qui est concernée, bien évidemment, mais nous avons un carcan réglementaire en France qui est sans doute différent d'autres pays européens. Et au travers de ça, nous avons eu, sur les 3 dernières années, une accélération très forte des coûts du foncier, des coûts de la construction, une évolution très forte des taux d'intérêt, ce qui fait qu'on a abaissé très fortement le pouvoir d'achat immobilier. On dit qu'on a appris et perdu en tout cas 25% à peu près de pouvoir d'achat immobilier en 3 ans. C'est énorme. Et puis un phénomène qu'on a du mal à mesurer, mais qui est aussi une vague d'ampleur, surtout sur un territoire maritime comme le nôtre, c'est tout le phénomène des locations saisonnières et Airbnb. Oui. Qui a enlevé des logements sur le marché qui permettaient de mettre une certaine fluidité sur un ensemble de territoires. Mais ce n'est pas mesurable, c'est une impression. C'est difficilement mesurable, malheureusement, j'ai envie de dire. La Bretagne attire du monde, elle a une démographie qui est positive, elle a plein de projets de croissance, elle a une économie qui se porte bien, elle a forcément donc besoin de beaucoup de logements pour y répondre. Et on a le sentiment qu'apporter une réponse aujourd'hui avec les recettes habituelles, ça ne marche pas. Ça devient plus compliqué. C'est vrai que dans toute cette chaîne, dans tous ces territoires, chacun a travaillé historiquement dans sa sphère. Mais le fait qu'on soit sur un taux de chômage historiquement bas en Bretagne, à chaque fois qu'on veut recruter, on est obligé de faire venir des gens de l'extérieur. Et une fois sur deux, enfin en tout cas c'est ce que citent les membres de la commission emploi de produits en Bretagne, une fois sur deux, cette embauche ne se fait pas pour un problème de logement. Alors face à ça, effectivement, le chef d'entreprise est un petit peu démuni, il n'est pas promoteur immobilier, il connaît pas forcément très bien la façon dont ce marché fonctionne, mais pour le coup c'est un vrai sujet pour lui, parce que lorsqu'il a un projet d'extension d'usine, un projet d'investissement sur le territoire, forcément qu'il va y réfléchir à 2 fois. Et je crois que là-dessus, et on voit bien que toutes les réunions sur tous les territoires tendent vers là, c'est la communauté des acteurs, entre nous qui sommes acteurs bien évidemment, qui connaissons les marchés, le pouvoir d'achat,
la capacité à acheter, la composition des familles sur les territoires, les financeurs, il y en a un certain nombre avec lesquels on doit réfléchir de manière un peu plus innovante, et puis les collectivités qui sont au cœur de tout ce dispositif et qui portent tout l'aspect réglementaire, et c'est bien la conjonction des trois qui doit être porteur de solutions, parce que je ne sais pas dire, moi, sur un territoire, le nombre d'embauches qu'il va y avoir et la façon dont on pourra programmer du logement. Karim Messemiali, c'est peut-être vous qui avez une partie de la réponse avec Gwenek, justement. Avant de parler de la réponse que vous apportez, vous avez commencé à parler un peu de Gwenek tout à l'heure. Je voudrais juste que vous nous en donniez un peu plus sur cette entreprise que vous avez créée il y a 8 ans maintenant. Oui, tout à fait. Action en Bretagne, hein, c'est ça aujourd'hui? C'est le Grand Ouest historiquement en Bretagne, mais 90% de notre activité est basée en Grand Ouest. On travaille un peu en Loire-Atlantique, mais c'est un petit peu comme à la maison. Donc, la composante logement, c'est combien dans votre... C'est une bonne moitié de l'activité aujourd'hui. Juste pour rappel, donc on a un agrément autorité des marchés financiers pour pouvoir présenter des opérations de financement à des particuliers pour financer des entreprises ou des projets du territoire. Donc sur cette thématique d'agrément, en fait, on ne fait pas de l'appel public à l'épargne. Il y a que des personnes qui sont agréées en profil investisseur qui peuvent venir financer ces projets-là. Et sur l'immobilier, je mentionnais qu'on était sur à peu près la moitié. Vous donnez 3 chiffres. À date, donc en soufflant notre 7e bougie, on a financé 250 entreprises du territoire. Ça représente un peu plus de 100 millions d'euros collectés auprès de 15 000 souscripteurs, comme je vous disais, basés à 95% en Bretagne. Dans le logement, quel type de logement? C'est pas que de l'habitation? En fait, c'est de l'immobilier d'entreprise, du logement résidentiel, c'est toutes les typologies. Peut-être donner juste un exemple qui peut expliquer ça. Et c'est une entreprise qu'on connaît bien, Office Santé, qui est spécialisée dans la construction de maisons de santé, qui s'est lancée il y a 4-5 années et qui avait besoin, au regard de son niveau de fonds propres, d'aller très très rapidement sur son marché. Et finalement, on a instruit ce dossier-là comme en complément d'un financement bancaire, hein, comme un fonds d'investissement pour renforcer les niveaux de fonds propres apportés sur chaque opération. Donc, pour qu'on comprenne bien, je suis un promoteur, je suis porteur d'un projet immobilier ou d'une maison de santé ou d'un logement. Comment vous décidez ou non de donner votre accord et quel est l'intérêt pour l'épargnant? Juste pour rappeler notre métier, nous sommes un intermédiaire du financement. Donc on a exactement le même rôle qu'un fonds d'investissement qui va instruire des demandes de financement, aucune banque. Donc un acteur de la promotion qui vient nous voir, on va d'abord étudier son éligibilité avant de regarder son projet, sa solidité financière. On sélectionne 4% des dossiers, donc c'est très important à avoir en tête que la notion du risque, on ne peut pas la porter sur un particulier en disant un projet qui s'est fait retoquer va se faire financer via le financement participatif. On vient voir la solidité financière du porteur de projet. Et dans un deuxième temps, on va voir la solidité du projet. Quand vous avez un projet de promotion, je prends par exemple les maisons de santé, on va dire quel est le taux de précommercialisation. Est-ce que vous avez obtenu un accord ou un préaccord de financement bancaire pour venir vous accompagner? Et c'est seulement sous ces conditions-là qu'on va dire, OK, sur la partie quasi fonds propres ou fonds propres que nécessite une opération spécifique, qui est en général entre 10 et 20%, on va pouvoir valider cette demande de financement, la proposer aux investisseurs agréés sur la plateforme. Et là, on est plutôt entre un placement qui est entre 7 et 9%. Et on rappellera toujours qu'il n'y a pas de notion de dérisquage total. Il y a toujours un risque de perte partielle ou totale. 7 à 9% sur une durée de combien? Sur une durée moyenne de 24 mois. Ah oui, c'est beaucoup plus intéressant que d'autres placements, effectivement. C'est très intéressant parce que d'abord, vous financez une maison de santé dans votre territoire. Oui, on sait où va l'argent, en fait, c'est ça. C'est quand vous êtes en centre-Bretagne, vous donnez du sens à votre épargne. C'est ça qui est important, c'est que d'abord, vous répondez à une problématique et vous diversifiez vos investissements en fléchant ça vers l'économie réelle. Pardon, j'ai oublié ma question, je l'avais noté. Oui, le montant de la souscription minimale, quel est-il? 500 €. Donc 500 on a vraiment voulu que l'accès soit assez bas pour que tout le monde puisse y participer et y souscrire. Quand on parle on l'a dit tout à l'heure avec Alban Boyer, quand on parle d'économie aujourd'hui, et particulièrement en Bretagne, on arrive assez vite sur le sujet du logement. Logement, alors pour les entreprises, mais pas que, finalement à toutes les périodes de la vie aujourd'hui. Tout à fait, et Alban l'a bien mentionné, hein. Aujourd'hui la problématique du logement est une problématique récurrente et elle est intrinsèquement liée à l'économie de nos territoires, hein. Tout à l'heure, on a mentionné les maisons de santé, mais en réalité, nous, il n'y a pas un jour, on n'est pas appelé par une entreprise du territoire, hein, que ce soit des entreprises dans la cyber à Vannes, dans l'hôtellerie-restauration à Saint-Malo. Et en réalité, c'est tout territoire à Carhaix. Juste pour la petite histoire, parce que c'est un élément qui est assez perturbant. Lycée agricole de Carhaix, il y a 2 années, ils avaient 2 postes à pourvoir, 2 mutations de l'Île-de-France. En fait, les personnes qui ont postulé ont décliné parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un logement à Morlaix. Pardon, j'ai dit Carhaix, c'est à Morlaix. Boyer disait 1 sur 2, c'est énorme. C'est quand même une vraie problématique. Donc c'est une problématique qui caractérise tout le territoire. Et nous, pour ça, on a
un vrai sujet d'adresser des solutions. Aujourd'hui, et je vous ai parlé tout à l'heure de l'agrément, nous on a eu la validation de l'autorité des marchés financiers avec un nouvel agrément, c'est prestataire de services de financement participatif. C'est un mot barbare, mais c'est très important. En fait, cet agrément, il va nous permettre de faciliter le parcours de souscription, mais surtout de rendre ce qu'on appelle, nous, les titres liquides. Je vais vous donner un exemple pratico-pragmatique. Quand on parle logement, on va parler aussi, et hier, Laurence Fortin, l'élu, l'a mentionné, c'est la problématique des locations courte durée, comme on fait aujourd'hui sur des territoires en tension pour apporter une solution intermédiaire. Demain, on va, pour répondre à la problématique de la rénovation, parce qu'on a les sujets de l'habitat durable, mais on a aussi le sujet des passoires thermiques, de dire on met en place des sociétés qui sont des SPV dédiés, on fait entrer des particuliers qui vont être propriétaires d'un petit immeuble qui sera rénové, les appartements rénovés, et qu'on va pouvoir mettre en location quasi exclusivement en B2B. Vous adressez ça aux entreprises du territoire qui vont pouvoir accueillir leurs jeunes actifs, qui vont pouvoir accueillir aussi des salariés type saisonniers. Donc, prioritairement, ces publics-là. Oui, on va être sur une souscription plutôt particulière, mais vraiment adressée aux entreprises du territoire. Donc là, on a une orientation très favorable par rapport aux acteurs de l'écosystème. Et ce schéma-là, ce qu'on appelle nous le résidentiel locatif, c'est-à-dire on fait l'acquisition, on rénove et on va faire des locations dédiées sur des schémas spécifiques, en fait, on peut le décliner sur tout le cycle de vie. Vous êtes sur les résidences étudiantes entre 18 et 22 ans, vous êtes sur du co-living aujourd'hui, qui est une vraie pratique chez les jeunes actifs, mais également chez les étudiants entre 22 et 25 ans. Vous êtes sur les résidences familiales et après les résidences seniors dont on parlera après au-delà de 70 ans. Et en même temps, vous contournez la problématique du ZAN, c'est l'avantage, du zéro artificialisation. Exactement. Et en fait, on ne contourne pas, mais on répond. Je pense qu'il faut qu'il y ait des deux. Il faut qu'aujourd'hui, qu'il y ait aussi des projets et des programmes neufs, mais il faut aussi qu'il y ait une vraie solution à ces problématiques de passoires thermiques. Il y a aujourd'hui des propriétaires qui sont complètement dépassés par le poids de les réglementations. Il faut qu'on puisse apporter également des solutions à ces gens-là, mais répondre aux problématiques des entreprises du territoire. Pardon, si j'ai bien compris, c'est vous qui achetez ces passoires thermiques pour les louer ensuite ? C'est vous-même. C'est pas Gwenag. Gwenag est intermédiaire, mais on crée des véhicules d'investissement, ce qu'on appelle un SPV, une SAS, qui va se porter en acquéreur du bien et on s'appuiera sur une société d'exploitation. Par contre, on est toujours sur ce schéma B2B où on travaillera avec les acteurs du territoire. L'idée, c'est pas d'acheter et de Vous n'êtes pas une agence immobilière, sur le marché. Vous n'êtes pas une agence. Exactement, on est un acteur de l'écosystème. En fait, nous, on se décrit comme acteur de l'écosystème du territoire. On répond à une problématique qui est le départ économique pour les entreprises. Vous faites l'ingénierie financière finalement du projet, en fait, c'est Exactement, exactement. On vient parce qu'encore une fois, moi je rappelle que l'important c'est la notion du risque. On ne peut pas embarquer des personnes physiques ou des personnes morales dans le financement d'un projet si derrière il y a un risque qui est démesuré ou incontrôlé. Il faut absolument se dire si on va sur une acquisition d'un bien qu'il y ait un besoin derrière, qu'il y ait une récurrence ou qu'il y ait une ventilation de l'activité en termes de loyer pour garantir une certaine rentabilité. Je rappelle juste que notre métier, c'est pas faut sauver le soldat Ryan. Il faut qu'il y ait une notion de rentabilité financière, que ça réponde à une problématique du territoire et que je sois dans un schéma de circuit court. Mais l'acteur qui va louer ensuite ces logements, vous vous assurez qu'il va les louer uniquement à des étudiants ou à des salariés en recherche. Tout à fait. D'où la nécessité de monter les partenariats avec les entreprises du territoire, mais aussi avec les rectorats et les universités pour venir garantir finalement qu'on adresse bien ces produits-là à ce public ciblé. Vous êtes un guichet unique, quoi, en fait, c'est un peu ça. En tous les cas, on a le souhait d'être un acteur de notre territoire pour répondre à ces problématiques. Et surtout flécher l'épargne locale vers ces sujets de l'économie réelle. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alban Boyer, vous collaborez avec Gwenag, vous avez des projets ensemble ? Oui. En fait, quand on parlait d'Office Santé, il y a quelques années, on a fait le tour de table, la levée de fonds dans la matinée, un dimanche matin, pour la maison de santé de Pouillers-sur-Rance. Donc c'est un investissement de territoire et les investisseurs du territoire, le bouclage s'est fait dans la matinée. On a sans doute beaucoup de dossiers qui vont arriver dans l'année avec lui, parce qu'on a beaucoup de dossiers. On est un peu l'autre côté du miroir, en fait. C'est-à-dire qu'on a les mêmes logiques et les mêmes demandes, et c'est bien, effectivement, main dans la main, qu'on va apporter des solutions sur le territoire. Ce qui est vraiment intéressant dans ce que dit Karim, c'est que souvent, on réfléchit grands investisseurs, on parle les institutionnels reviennent, mais quand on est sur des projets de territoire, il y a des gens qui y vivent et qui y croient, et qui sont aussi en capacité d'investir. Et sans parler de loi de défiscalisation, ils sont en capacité, eux, s'il y a un projet qui est identifié dans lequel ils croient, de mettre leur pierre à l'édifice. Et c'est ça aussi, ces gens-là, qu'on doit aller capter.
Vous avez parlé effectivement des problématiques de logement des salariés, il y a celle des saisonniers aussi bien sûr, elle est assez proche, et puis il y a aussi la problématique des seniors, et de leur trouver des logements qui correspondent aussi à leur âge, leur dépendance éventuellement, des gens qui veulent quitter leur grand logement pour avoir des logements plus petits. Est-ce que c'est une problématique dont vous êtes saisi aujourd'hui ? En tous les cas, on est extrêmement sensible et je regarderai mon voisin de gauche, Alban, qui aujourd'hui a une vraie offre sur ce marché-là. Il faut juste imaginer que la crise Covid a mis en exergue le gros décalage entre la notion des EHPAD, où on vient caser, stocker nos aînés dans des endroits où il y a plus de relations sociales. L'idée, c'est de redonner du sens dans des endroits où il y a un vrai lieu de vie. D'abord, une notion de protection sur l'environnement. Pascal est présent, on va parler des objets connectés, comment améliorer le cadre de vie d'un logement. On va parler des conditions thermiques, on a des contraintes réglementaires, mais surtout, c'est la notion du lien social. Aujourd'hui, l'important, c'est plus la notion des mètres carrés, c'est pas combien fait mon logement, c'est l'usage. Et l'usage, ça veut dire quoi ? Je suis prêt à accepter un logement plus petit. Moi, personnes âgées, par contre, j'ai un lieu d'interaction sociale. J'ai une cuisine, j'ai un salon, j'ai des endroits où je peux interagir. J'ai un jardin. Donc, c'est une notion de je veux rester dans mon environnement géographique. Exactement. Et ça, c'est l'élément important. Vous avez raison, Cédric. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que le grand déchirement... Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit Cédric, mais c'est pas grave. Je viens changer de prénom pour vous aujourd'hui. Vous avez une tête à vous appeler Cédric. Écoutez, je vais en parler avec mes parents. On va voir si on peut faire quelque chose. Parenthèse fermée. Donc, et j'ai pas du tout mon computer. Non, mais ce que je disais, c'est l'élément clé aujourd'hui dans le déchirement de nos aînés. En fait, c'est pas tant le logement, c'est qu'aujourd'hui, on les éloigne. Et on discute régulièrement avec des élus qui nous disent on a des aînés, on a nos seniors qui sont propriétaires de maisons. Les enfants sont partis. On a des maisons qu'on aimerait bien mettre sur le marché pour accueillir des jeunes familles. Par contre, le déchirement, c'est qu'ils ne vont plus chez leur boucher charcutier, ils ne vont plus chez le boulanger. Donc, adresser des grappes de village dans nos pays, il n'y a qu'en Bretagne où on a cette notion de pays, dans nos territoires, à moins de 20 minutes de chez moi, c'est une vraie réponse. En fait, l'idée, ce n'est pas d'avoir ce type de résidence à Saint-Malo ou à Rennes, mais vraiment dans des lieux où, finalement, à moins de 20 minutes, je retrouve mes amis, mon bar du coin et mes habitudes. Et c'est là où la structuration du lien social de nos aînés est très importante en complément de l'offre immobilière. Aujourd'hui, vous en proposez des logements de ce type sur votre plateforme ? Pas encore, mais je suis assez confiant. On vous annoncera ça assez rapidement. Alban Boyer, effectivement, entre l'EHPAD et le maintien à domicile, il y a très peu de réponses aujourd'hui. Et puis les courbes démographiques démontrent qu'il faut absolument apporter des solutions sur ce sujet-là. Vous les avez aujourd'hui ? On a en place une offre qui s'appelle Ticocon. On a fait la première réception d'opération dans le Nord Finistère. On a beaucoup de projets un peu partout en Bretagne. En fait, c'est venu effectivement du constat où on avait beaucoup d'anciens qui venaient nous voir, des groupes d'anciens qui venaient nous voir en disant on veut vieillir ensemble, on voudrait faire un projet, on voudrait construire un îlot de 4 ou 5 logements à proximité d'un médecin ou d'une réponse médicale, d'une pharmacie et des commerces, mais on veut rester dans notre village. On habite tous dans des grandes maisons, c'est-à-dire que nos enfants sont partis, elles sont à la campagne, c'est compliqué d'entretenir le jardin, tout le monde je pense connaît ces sujets. Et pendant ce temps-là, dans cette maison-là, il n'y a souvent qu'un occupant, là où pourrait y avoir une famille en plus sur le territoire. Donc ça bloque un peu le parcours. Et à chaque fois, et je pense que chacun a vécu ça, à chaque fois on a été confronté à des sujets juridiques, de financement, de porteurs de projets et d'exploitation. Et à chaque fois, ces projets ne voyaient pas le jour. Je pense que partout, des gens ont des idées, mais n'arrivent pas à trouver le financement ou à trouver l'exploitation parce que c'est des sujets assez exigeants malgré tout en l'état. Et donc, nous avons mis au point une offre. On a créé une foncière porté par le groupe Crédit Agricole et Popé Gestion, le fonds d'investissement qui investit dans les territoires, pour constituer, je dirais, tous les ans, à peu près une offre entre 100 et 150 logements seniors sur le territoire breton, plutôt dans des petites communes, dans lesquelles il y a déjà une réponse médicale, il y a une pharmacie et il y a des commerces qui vivent. L'objet de ces maisons, c'est que chaque résident puisse aller faire ses courses à pied, et puis derrière, qu'il y ait une réponse de service, parce que comme effectivement le lien social ou l'accompagnement est important, mais il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on est au début du parcours résidentiel senior, on est sur des gens qui sont autonomes, mais en partenariat avec les ADMR, eh bien, chaque occupant va gérer son volet service qui y est associé. La première qu'on a livrée, je crois qu'on a eu 3 fois la demande des logements qu'on proposait. 3 fois la demande ? Oui.
Pour des logements, combien de logements? C'est une dizaine de logements. Les logements font 70 mètres carrés. Ils sont équipés, prêts pour vieillir, hein, puisqu'il y a des infrastructures, notamment pour un lève-malade intégré. Il y a de la connectivité également, mais qui se relève simple. On a travaillé sur toute l'ergonomie du logement avec les ADMR, de façon à mettre au point ce produit qui n'est pas stigmatisant, parce que finalement, quand on rentre dans le logement, ce n'est pas un logement pour handicapés, c'est un logement où on vit. L'ADMR intervient à la carte? Elle intervient à la carte, absolument, en fonction des besoins des occupants. Karim Essebbiani, on parle aussi, vous avez parlé tout à l'heure du co-living. Est-ce que c'est aujourd'hui une solution qui se développe? À quel point? Et est-ce que vous la financiez également? Elle se développe en tous les cas. On voit beaucoup de demandes de la part des usagers. Je prends deux catégories. Les étudiants aujourd'hui sont en recherche de lien social. Qui n'est pas parent dans la salle et qui se plaint que son enfant est tout le temps super connecté. En fait, on a vraiment l'impression que nos enfants n'ont plus de lien social, mais en fait, ils sont en recherche forte. Et la première quête en termes de recherche immobilière pour un étudiant ou un jeune actif, c'est vraiment un lieu d'interaction. Donc, du coup, on voit des nouveaux usages. On se dit, finalement, je préfère avoir une petite chambre dans une maison ou dans un ensemble, un appartement, mais plutôt avec un lieu où je vais pouvoir télétravailler, une cuisine commune, s'il y a une terrasse. En fait, on est vraiment sur ces usages et c'est un vrai changement. Il y a une grosse difficulté pour les jeunes actifs, les étudiants aujourd'hui, à trouver du bien immobilier, mais ils sont prêts à rogner sur le mètre carré disponible pour eux pour avoir cette contrepartie de lien social. Donc c'est plus qu'un constat, c'est une vraie réalité. On voit sur des villes comme Rennes aujourd'hui un certain nombre de maisons qui étaient destinées à de la vente pour une famille exclusivement, être achetées avec une approche plus de découpage qui vont accueillir entre 5 et 10 étudiants ou des jeunes actifs. Cette notion aussi du co-living pour les jeunes actifs, elle est importante parce qu'elle répond, tout à l'heure, je vous parlais de la problématique des entreprises. On a des entreprises aujourd'hui qui accueillent des salariés ou des commerciaux itinérants et qui cherchent une solution temporaire. Et ça, le co-living, il offre ça. Et à la différence, vous prenez quelqu'un qui a l'habitude de faire 70% du temps en déplacement, tout le temps en hôtel, c'est un peu gavant. Là, vous avez un cadre qui est intéressant avec une vraie interaction, en général assez bien localisée dans les villes. Donc l'usage, encore une fois, devient primordial sur le mètre carré disponible pour l'usager et le client. Alban Boyer, c'est qu'une problématique de métropole, ça, vous pensez, ou aussi de territoire Absolument périphérique? pas, c'est une problématique de territoire en mouvement, parce qu'en fait, effectivement, on peut imaginer que c'est le jeune ultra-urbain connecté qui va vivre dans ce type d'habitat, mais la contrainte ou l'exigence du logement, aujourd'hui, sur tous les territoires en tension, c'est une vraie réponse, et au-delà de ça, quand on discute effectivement avec nos enfants, pour eux, c'est tellement naturel qu'ils ne se posent même pas la question, c'est une évidence. Et effectivement, je suis d'accord, le sujet est surtout sur où on fait cette opération de co-living versus les usages et les réponses en infrastructure qui sont en face. C'est ça les enjeux essentiellement. On ne va pas faire quelque chose en co-living au milieu de nulle part où il n'y a rien en fait. Ça ne marchera pas. Par contre, ce jeune ultra connecté, jeune ou moins jeune d'ailleurs, parce que ce n'est pas qu'une histoire de génération, il va attendre de pouvoir se connecter, peut-être aller à un espace de coworking, peut-être aller faire ses courses à proximité. On voit bien que les territoires vont se transformer avec tout ça. On va parler un peu des pratiques maintenant. On parle beaucoup de logements connectés. Vous avez été les premiers d'ailleurs à développer d'ailleurs vos propres applicatifs, c'est ça? C'était en quelle année, Nestor? Ça, c'est une application qui a été largement primée depuis longtemps. Je crois qu'elle a été primée première fois en 2017, puisque nous avions systématisé au niveau de nos logements depuis 2016 un pré-équipement. La réglementation ne nous l'imposait pas. On a pris le parti de l'imposer dans tous nos logements, de façon à ce que ce logement soit évolutif. C'était quoi en fait l'équipement? L'équipement, je salue ici le président de Deltador qui est devant moi, puisque nous avons un partenariat stratégique avec lui. L'équipement technique est fait dans cette belle entreprise bretonne, mais l'applicatif qui est notre parcours client et le mode de vie de notre client dans la maison, parce que ça n'est pas une maison connectée, l'objet, c'est pas le côté geek et technique pour gérer un habitat, c'est aussi pour répondre en termes de service aux besoins de l'occupant, et c'est ça que propose Nestor. C'est en référence évidemment au valet dans Tintin. Oui, c'est issu d'un vote de nos collaborateurs. Où, effectivement, au début, on a eu plein de noms de la guerre des étoiles, et puis à un moment donné, on a pensé qu'il fallait humaniser le sujet, et Nestor est ressorti comme ça.
Est-ce qu'aujourd'hui aussi, les logements connectés, c'est une façon de répondre à la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans les résidences seniors ou les logements tels que vous les avez décrits tout à l'heure? Oui, c'est un très bon exemple. Déjà parce que sur le prééquipement des logements seniors, l'infrastructure technique est un sujet, et on en discute aussi avec Deltador. Mais au-delà de ça, quand on a discuté avec la DMR, toute l'économie sociale et solidaire est en tension et pénurie de main-d'œuvre, et donc elle a besoin d'être efficace dans la façon dont elle intervient, et pas être sollicitée pour des choses diverses et variées que finalement un bout d'infrastructure de technologie pourrait compléter. Au-delà de ça, et je rappelle qu'on est tous connectés, nous aussi on sera seniors un jour, et les logements qu'on va occuper, on espère bien qu'ils seront bien connectés, parce que nous, en termes de services, on va être des gros consommateurs. Et donc on a discuté avec les 2 réseaux bancaires avec qui on travaillait sur ce type de service, c'est-à-dire avec Arkea et le groupe Crédit Agricole, pour embarquer sur une plateforme qui s'appelle Nestor Service, les besoins essentiels exprimés par la DMR sur un premier niveau d'intervention qui permet effectivement aux gens de la DMR d'être moins sollicités et de répondre en termes de services aux occupants. Sur le logement connecté, on est aux prémices ou on est déjà rendu très loin? Non, je pense qu'on est aux prémices. Sincèrement, tout le volet service associé à ça, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, un occupant d'un logement, et encore plus demain, sera un occupant d'un logement avec service. Il faut bien avoir ça en tête. Je suis chez moi, je suis connecté et j'attends du service. C'est en termes de service qu'on est aux prémices. Absolument. On va parler, Laurent Lebaudy, que je ne vous ai pas oublié évidemment, on va parler de TeamZ parce que Trecobat est un des inspirateurs de TeamZ, on peut dire ça? Ouais. Oui, il est presque plus compliqué aujourd'hui d'instruire administrativement un dossier que de le construire. Le temps administratif parfois est plus long que le temps de la construction. Un truc qui ne va pas bien quand même. Hein. TeamZ, en une phrase, si vous le pitchez, c'est quoi, Laurent? Du coup, TeamZ, c'est simple. Hein. C'est un outil de simplification et d'accélération de son projet immobilier. C'est orienter client, gagner du temps, gagner de la simplicité, gagner de la sécurité. C'est une start-up que Arkea a rachetée ou c'est une filiale à part? Pas du tout. En fait, TeamZ est né d'une rencontre entre Alban et moi. J'ai construit une maison il y a 5 ans. Je galérais finalement. J'ai eu un peu l'impression d'être ballotté entre les différents interlocuteurs, permis de construire, notaires, banquiers, professionnels et autres. Je rencontre Alban lors d'un événement un petit peu par hasard et finalement me dit, on discute comme ça de construction de maison. Il me dit, mais nous, côté professionnel, on a exactement le même souci. Exactement le même. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a forcément quelque chose à créer. Le particulier subit, le professionnel subit. On doit pouvoir créer quelque chose, surtout avec le digital maintenant, on doit pouvoir créer quelque chose de vraiment innovant et qui permette de tout simplement de gagner du temps. C'est l'idée de TeamZ. Hein. L'idée de TeamZ, c'est vraiment de remettre le client au centre de son projet immobilier. Aujourd'hui, on voit dans les parcours classiques qui ont été faits par tous les acteurs, chacun a créé son outil digital. Le banquier a créé sa plateforme, le notaire a créé sa plateforme, le constructeur a créé sa plateforme, l'agent immobilier a créé sa plateforme, tout le monde crée sa plateforme. Notre client se retrouve avec 5, 6, 7 outils digitaux. C'est ça qui explique que la complexité du parcours aujourd'hui, c'est uniquement ça? Non, ça finalement c'est une réponse des professionnels. La complexité du parcours, elle s'impose, je dirais, ça peut être des aspects régaliens, des aspects de la loi, des aspects de contrôle. On ne va pas revenir sur le bien fondé de ces contrôles ou tout ce carcan, parce que dans certains cas, évidemment, c'est justifié, hein, ce n'est pas là le propos. Par contre, on doit trouver une réponse digitale. On doit trouver un facilitant. Les clients nous disent aujourd'hui qu'ils sont baladés. Et de plus en plus, ils donnent leur dossier, par exemple, à un courtier. Ils vont attendre que le courtier fasse tout le boulot, explique tout. Ils ont l'impression d'être ballottés. C'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison, ou c'est le notaire à la fin qui a raison. Ce n'est pas normal. Le client devrait être un peu plus maître de ce qu'il fait, connaître un petit peu les étapes suivantes, anticiper les différentes actions et globalement reprendre la main sur son dossier, quoi. On va prendre un exemple et puis vous allez nous faire un peu la chaîne de TeamZ. Donc moi, Cédric, par exemple, je veux acheter un logement. Du coup, vous allez avoir plusieurs interlocuteurs. Voilà. TeamZ, je m'y connecte. Comment je le connais? On me le propose. C'est mon notaire qui me le propose ou la banque? Ça peut être les deux. Hein. Votre banque peut vous le proposer, votre constructeur aussi, votre agent immobilier peut vous le proposer, un ami aussi peut vous le conseiller. Donc vous allez pouvoir créer votre compte sur TeamZ tout simplement. À partir de là, vous allez trouver un certain nombre de professionnels. Vous allez pouvoir très facilement discuter avec eux, poser des documents. Eux vont vous répondre avec leurs documents, leurs devis, leurs offres de prêt, par exemple. En un clic, vous allez pouvoir le partager avec votre notaire. En un clic, le notaire saura que ce document provient bien, par exemple, de votre banquier, en toute sécurité, avec toute la traçabilité offerte. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'arnaques autour des RIB ou beaucoup d'aléas, je dirais, autour de la sécurité informatique. TeamZ propose, en tout cas, est une réponse à tous ces enjeux.
Et c'est vraiment orienté client, hein. C'est vous le maître de votre projet. Vous êtes au centre et avec un outil, finalement, vous pouvez discuter avec l'ensemble de vos professionnels. Et même si, je dirais, vos professionnels avec qui vous souhaitez travailler ne sont pas sur la plateforme, vous pouvez les inviter. En un clic, vous allez pouvoir inviter un nouveau professionnel qui aura accès à votre dossier dans une petite enveloppe, un petit espace privé, pourra poser ses documents et vous pourrez faire avancer votre dossier. Ça marche pour l'achat d'un logement neuf. Ça marche aussi, par exemple, si j'ai un projet de rénovation de la maison. Oui, ça J'ai marche. besoin d'un financement. Tout à fait, ça marche pour la réno, ça marche pour l'achat dans l'ancien, ça marche pour la vente aussi, et surtout pour la réno, parce que je pense que les projets de rénovation vont être encore plus compliqués. On a parlé d'un certain carcan, encore pour reprendre les mots. Il y a encore plus d'interlocuteurs dans le cas de la rénovation. Il y a mon accompagnateur énorme, le cadre législatif n'est pas toujours très clair, il évolue, c'est normal, hein, c'est des mécanismes encore qui sont assez jeunes, mais toutefois le numérique doit aider à tout ça. Le numérique, on doit pouvoir expliquer les choses, donner du conseil, apporter du confort, apporter de la sécurité et globalement apporter de la vitesse. C'est quoi le gain de temps, Laurent, aujourd'hui, par rapport à un parcours classique? On estime que sur un temps de construction, quelqu'un qui utilise Teamzy avec ses partenaires sur la plateforme, il peut gagner jusqu'à 2 mois. 2 mois, ça ne sort pas du chapeau, hein. Oui. 2 mois, ce n'est pas 2 mois de charge qu'on va gagner, c'est 2 mois de délai. Au sens où un client, on lui a envoyé un document, ce document, il doit le faire suivre à son notaire, par exemple, pour que le dossier soit préparé, que l'acte soit préparé. En Teamzy, c'est fait en un clic. Vous le recevez chez vous, vous êtes occupé, là, vous êtes en conférence, vous allez vous dire, bah, tiens, j'y pense ce soir vous zappez, vous faites demain, on a déjà perdu une journée. Voilà, c'est tous ces petits délais qu'on va finalement réduire et on va aussi responsabiliser le client. Le client a énormément souvent, c'est lui qui a les clés, en main. Et finalement, si on lui dit, la plateforme Teamzy vous dit, ce document intéresse votre banquier, voulez-vous lui partager? Oui, c'est fait. Il reste propriétaire de ces données, évidemment. On respecte tout ce qui est CNIL, RGPD, évidemment. Et l'idée, c'est évidemment d'accélérer et de fluidifier. Quand vous dites 2 mois gagnés, c'est sur un total de combien, normalement? Moyenne, c'est quoi? Un projet de construction, je dirais, si on parle de neuf, Alban serait mieux placé, mais je pense que globalement, une construction, c'est souvent entre 10 et 12 mois quand le chantier a démarré. Mais le temps qu'on va chercher à gagner, c'est le temps avant, finalement. Avant le premier coup de pelleteuse, avant les premiers travaux, et c'est ce temps, finalement, de préparation de dossier qu'on va chercher à optimiser. Aujourd'hui, c'est une application qui est ouverte à tout le monde, enfin à toutes les banques? Oui, et c'est un point d'originalité et un point de force. C'est-à-dire que quand on a fait ce modèle, on l'a fait de manière ouverte. La première fois, du coup, c'est un projet qui est les inspirateurs, c'est Trecobat et Arkea. Mais évidemment, on a invité d'autres partenaires. Donc, notamment, par exemple, aujourd'hui, le Crédit Agricole du Finistère travaille avec nous sur ce projet. La première fois, au sein du groupe Arkea, qu'on a dit on va travailler avec le Crédit Agricole sur ce projet, évidemment, ça a grincé un peu. Ouais. Il y a un petit peu de grincement dedans. On a fait le Bas-Valen, comme on dit chez nous. Mais évidemment, on a tout de suite trouvé un intérêt, parce que l'intérêt d'un Teamzy, c'est forcément sur un projet ouvert. Pour que le client puisse avoir son financement, peu importe, j'irais sa chapelle, qu'il puisse avoir son constructeur, mais de la même manière, peu importe son niveau de gamme ou son souhait de projet. S'il souhaite travailler spécialement avec un artisan, un cuisiniste, etc., il ne faudrait surtout pas qu'il soit dans un monde fermé. Et finalement, aujourd'hui, beaucoup des partenaires ou des acteurs avec qui nous avons discuté ont parfois du mal à faire ce saut. C'est une posture, je dirais, commerciale, une posture qui est différente, qui est vraiment originale. Je pense que c'est un peu de l'ADN breton aussi, peut-être de se dire qu'il faut innover, il ne faut pas faire comme les autres. Donc c'est peut-être notre point de différence, c'est notre point de force en tout cas. Et aujourd'hui, on continue à travailler, à augmenter le nombre de partenaires. C'est combien aujourd'hui, agences immobilières, constructeurs, notaires, tout confondu, c'est combien? Tout confondu, aujourd'hui, on frôle les 60 partenaires, sachant qu'on est principalement sur la zone Finistère Nord. Donc on commence déjà à avoir un écosystème qui est sympathique. Mais l'idée, évidemment, c'est de continuer à l'agrandir, parce qu'on tombe évidemment dans un problème classique de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire, pour que les particuliers soient intéressés, il faut qu'ils aient globalement leurs partenaires, même s'ils peuvent toujours en inviter d'autres. Mais en même temps, pour un pro, il faut qu'il y ait des clients. Donc finalement, c'est toujours ce projet, quand on crée quelque chose de totalement nouveau, qui est un petit peu compliqué. Et la taille et le nombre de marques, quoi. Oui, et le nombre, mais attention, on est aussi vigilant à la qualité. Parce que du coup, l'idée n'est pas non plus de prendre, je dirais, du tout venant, des entreprises qui ne seraient pas solides ou des entreprises qui feraient, par exemple, par rapport à des normes environnementales ou à des pratiques, qui feraient un travail qui ne serait pas digne de ce nom. Parce que si on est sur une plateforme, l'idée, c'est que tous les acteurs de cette plateforme soient gagnants et qu'il n'y ait pas de mauvais élèves. Donc, par exemple, pour les CMistes, pour les constructeurs de maisons individuelles, nous faisons un audit par une société externe pour vérifier la qualité de ces fameux CMistes, à la fois sur une logique financière, sur une logique pratique environnementale.
et sur une partie assurantielle. L'idée, c'est vraiment de rassurer les clients en disant les acteurs que vous allez trouver sur la plateforme, ne vous inquiétez pas, ils feront le projet avec vous. Là, on est sur le parcours presque, enfin surtout du financement. On peut imaginer qu'après, il y ait le fournisseur d'énergie, le fournisseur d'Internet. Tout à fait. Aujourd'hui, on a des partenaires, vous les citez, hein, les compagnies d'eau, télécom sont présents. Une grande marque avec une couleur assez forte, Orange pour ne pas les citer. On a également Enedis, EDF, voilà, on a des partenaires comme ça. L'idée, c'est d'amener du lien. Et beaucoup de clients particuliers qui construisent sont parfois un petit peu perdus sur à quel moment il faut lancer les actions. Je veux être dans mon bien le 1er décembre, mais à quel moment il faut que je lance ma ligne télécom? À quel moment il faut que je lance l'adduction EDF? À quel moment TeamZ va apporter du confort? Parce qu'ils vont le dire, c'est maintenant qu'il faut y aller. Finalement, beaucoup de pros, quand vous avez vous-même acheté ou construit, beaucoup de pros vous ont donné sûrement des conseils, mais parfois on vous a donné 60 conseils lors du premier rendez-vous. Et évidemment, vous n'avez pas retenu les 60. Généralement, un individu normal retient à peu près 7 informations, donc vous avez peut-être retenu les 7 les plus saillants. Et les 53 autres, vous les avez oubliés. L'idée de TeamZ, c'est de rappeler au bon moment les 53 autres. Les notaires, ils sont partants aussi? Les notaires aussi sont partants. Hein. Du coup, c'est une profession qui est réglementée, donc évidemment, c'est régalien, c'est tout à fait logique. On travaille avec nombreux d'entre eux et surtout, on a depuis le début d'été un partenariat stratégique avec l'outilleur numéro 1 des notaires, c'est-à-dire qu'un dossier qui est fait sur TeamZ, informatiquement, le dossier arrive directement dans le logiciel du notaire. Donc il n'y a même plus besoin de ressaisie, de récupération par mail ou autre, c'est directement dans le dossier. Gain de temps, gain de sécurité, gain de traçabilité. C'est vraiment finalement l'ADN de TeamZ. C'est quoi les perspectives aujourd'hui de TeamZ? Est-ce qu'il y a des freins à son développement? Comment vous imaginez le TeamZ dans 5-10 ans, allez, on va dire? Donc aujourd'hui, avant d'aller à 10 ans, je vais commencer déjà par la fin de l'année. Aujourd'hui, on est sur une phase de fin de test, je dirais, parce que du coup, c'est un modèle innovant, un modèle différent. Et donc, on est sur les dernières phases de test terrain pour vérifier justement qu'on a bien à la fois l'appétence, l'envie des clients finaux et en même temps l'envie, l'adhérence des pros. Donc, il faut aller, je dirais, au bout de ces différents essais. Et évidemment, nous, on est convaincus de l'intérêt stratégique. Encore une fois, parfois, des solutions innovantes, quand elles sont trop en avance sur leur temps, si on n'a pas d'écho, ça peut parfois, justement, du coup, s'arrêter, malheureusement. Mais évidemment, ce n'est pas du tout notre envie, ce n'est pas du tout notre souhait. Là, nous, on imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, on est sur une stratégie de développement très territoriale, parce que pour qu'un TeamZ fonctionne, surtout dans le cadre de la rénovation, par exemple, c'est forcément local. Finalement, on a très peu de partenariats nationaux, à part avec les grands faiseurs que j'ai cités tout à l'heure. Sinon, c'est surtout du local. L'entreprise de rénovation, le constructeur local, le cuisiniste local. L'idée, c'est de faire vivre le territoire. La rénovation passera forcément par le local. Et en plus, en venant d'un ADN Trecobat, un ADN Arkea, évidemment, l'idée, c'était de faire vivre ces territoires et que du coup, mettre en avant les bons acteurs locaux. Et là, de la même manière, vous les sélectionnez? Oui, vous le faites pour les constructeurs. C'est sélectionné. C'est pour ça aussi que TeamZ est une société indépendante. Hein. Du coup, ce n'est pas le CMB, par exemple, ou ce n'est pas le Crédit Agricole qui directement référence ces professionnels. Donc, c'est bien une société externe. Et donc, en termes de stratégie de développement, l'idée, c'est d'aller par capillarité, finalement, par zone économique. Donc, j'évoquais le Finistère Nord. Donc, du coup, maintenant, on commence le Finistère Sud. L'idée, après, évidemment, ça va être d'aller vers le 56, vers le 22 et de grandir petit à petit, grandir par étapes géographiques, évidemment, une fois que les conditions minimum sont là, parce qu'il faut finalement ces pros, il faut cet écosystème. Mais une fois qu'on a l'écosystème, ça fonctionne bien. Une dernière question, parce qu'on arrive 10h43. Karim Semiani et Alban Boyer, on a parlé un peu du ZAN tout à l'heure, donc ce fameux zone zéro artificialisation nette, ça c'est l'horizon 2050, hein, c'est ça? 2050? Oui, alors c'est l'artificialisation de effectivement terre. Pour réexpliquer, la ZAN, objectif zéro artificialisation nette 2050, avec des étapes déjà, qui sont déjà écrites. Les décrets sont en cours de publication d'ailleurs. Qu'aujourd'hui, il reste par exemple à la Bretagne un certain nombre d'hectares à consommer et ils ne peuvent pas les dépasser. Absolument. C'est 9000, on doit, dans les 10 ans qui viennent, consommer 2 fois moins, pour être plus imagé, 2 fois moins de terres agricoles que dans les 10 ans passés. C'est ça. C'est ça. Donc, il reste 9000 hectares. En gros, c'est ça. 9000 hectares en Bretagne. Il reste 9000 hectares, exactement, là où on en avait consommé 18 000. Donc forcément que... ça va influencer les pratiques, les usages, à quel point? Bien évidemment que ça va les influencer. Alors forcément que tout le marché doit se rebattre, les équilibres doivent se rebattre.
Mais somme toute, on n'est pas les premiers, hein, puisque en Angleterre, en Allemagne ou aux Pays-Bas, c'est des choses qu'ils vivent déjà depuis longtemps. Nous, on a construit une France des ronds-points et des zones commerciales, qui fait que, effectivement, sur les sujets de mobilité, pour aller au travail, pour aller partout, en fait, c'est du temps. Ça crée beaucoup de sujets. Et il faut qu'on fasse notre révolution. Nous, professionnels, on a travaillé où on nous avait autorisé à travailler, et demain, on continuera à travailler où on nous autorisera à travailler. Une fois qu'on a dit ça, malgré tout, moi, je crois beaucoup à la revitalisation des centres-bourgs, au réveil de ces centres-bourgs. On les a vidés, hein. Il n'y a qu'à regarder dans le nombre de communes, le nombre de pas de porte qui sont vides. Je suis très optimiste pour la suite sur ces sujets-là, parce que le fait de se réapproprier des centralités, on va remettre un certain nombre de territoires en mouvement. Nous avons d'ailleurs créé une activité là-dessus qui s'appelle Aménatis, dont le métier c'est de revitaliser les centres-bourgs, d'accompagner les élus sur ces sujets. Nous sommes déjà dans ces territoires, nous connaissons bien les marchés, les habitants, puisqu'on leur faisait déjà des maisons individuelles. Je salue d'ailleurs Stéphane David, qui est le directeur général d'Aménatis, qui est dans la salle. C'est le vrai sujet. Parce que sur des petits territoires, l'élu, il voit bien ce qui lui arrive et il est un peu démuni par rapport à ces sujets. Toutes les collectivités ont eu des audits également à conduire en centralité pour identifier les fonciers disponibles qu'il reste encore. Forcément qu'un foncier en centralité, il coûte plus cher parce qu'il faut le dépolluer, le déconstruire, le désamianter, et c'est forcément pas la même valeur économique qu'un foncier en extension à l'urbanisation. C'est pour ça que je dis que les équilibres doivent se retrouver là-dessus, mais très clairement, c'est ce qui va nous animer dans les années qui viennent, et pour lequel, effectivement, nous devons composer et réfléchir à de nouveaux types de logements, et notamment sur le co-living, pour le coup, on comprend bien la logique du sujet et de ses offres dans les centres-bourgs, hein, clairement. Il va falloir aussi qu'on apporte des réponses en termes d'usage, parce qu'on a d'abord un consommateur qui va venir dans un logement, et donc ça donne un champ d'horizon important. On vient au service. Et de réflexion en termes de services qui va nous animer sur les années qui viennent, c'est évident. Le client, il a compris qu'il aurait plus son terrain de 800 mètres carrés avec la maison. C'est un peu en train de s'épuiser, mais effectivement, il n'y a encore pas longtemps, on en a encore. Quand on veut construire une maison individuelle, avant, c'était sur une parcelle de 1000 mètres carrés et je voulais faire le tour de ma maison et entretenir mon jardin. Bon, maintenant, on est un peu moins dans le jardin quand même. Le jardin, on le dit plutôt comme un espace ou une pièce en plus qu'on veut aménager avec une plancha, un barbecue, avoir un espace détente. Et globalement, une fois qu'on a fait ça, c'est déjà sympa. Et donc, c'est là qu'on voit qu'effectivement, les choses se transforment. Karim, peut-être un mot en conclusion? Je pense qu'Alban a tout dit, mais vraiment rebondir sur le mot territorialité, ce qui va être vraiment important, c'est cette notion, et en particulier en Bretagne, de pays. C'est à 20 minutes de chez moi, c'est ça qui va être important. Et aujourd'hui, on a une vraie volonté de réaménagement des territoires, la notion des centres-bourgs associée à des nouveaux usages de la mobilité, des nouveaux usages de travail. Le télétravail est devenu maintenant une pratique courante. Donc tout ça va impacter nos modes, nos usages, et effectivement, il y a des territoires aujourd'hui qui sont en demande. Pyramide de Maslow, le logement, c'est la première. Associé à ça, on va être l'alimentation. Il faut s'assurer qu'on puisse avoir tout à portée de main. Et associé à cela, tous les écosystèmes entre les écoles et les services à la personne qu'on peut trouver. Et c'est là où la brique de financement local, je viens financer l'économie réelle de mon territoire, de mon pays, est un élément qui répond à ça. Et en fait, il faut juste avoir en tête que la première grille de lecture, c'est le risque financier. Mais la deuxième sous-jacente, qui est de dire je finance mon territoire, en fait, je suis acteur. Quand vous avez quelqu'un qui finance une maison de santé ou une résidence senior, en fait, il est aujourd'hui prescripteur, il est ambassadeur de cette offre-là. Demain, un commerçant, un boucher charcutier s'installe dans un centre-ville. Vous venez souscrire à une opération, qu'elle soit sur la dimension financière de l'entreprise ou la partie immobilière de l'entreprise, bah vous savez que votre premier réflexe est d'aller chez votre boucher charcutier, même si vous avez souscrit un montant symbolique. Donc, redonner du sens au territoire, c'est recréer ce lien aujourd'hui qui est extrêmement important, où la première brique élémentaire est effectivement le logement. Il est 10h45, mais il n'y a pas de conférence derrière, je crois. Il n'y en a même pas du tout avant midi désormais. Donc c'est cadeau, c'est bonus, vous pouvez poser des questions. Voilà. Si vous en avez, bien sûr. Non, vous avez été formidable en fait. Ouais, vous étiez très très bon. Ouais. Non, vous voulez aller prendre l'air un peu avant de la suite? Très bien. Bon, pas de questions. Si, mais je vous en prie, allez-y. C'est quand on dit qu'il n'y en a plus qu'il y en a. Je vous en prie, j'en reviens à vous après. Merci. Bonjour monsieur. Oui.
Ça peut y ressembler, effectivement. Dans le Nord ou en Belgique, c'est des pratiques qui sont assez usuelles. Le béguinage, pour ceux qui Béguinage, ouais, qu'il faut se réapproprier à la mode bretonne. Notre principale exigence dans tout ça, c'était le niveau de loyer. Puisque je rappelle que toute l'offre dont on parle, résidence-service, ne sert qu'une strate de nos seniors. Et que entre le désert de l'EHPAD ou la résidence-service et le maintien à domicile, il va bien falloir qu'on serve un peu toutes les strates. Notre exigence, au travers de l'offre que l'on porte, c'est de servir un loyer pour le senior qui sera dans ce logement de 900 € par mois. C'est notre exigence forte. Et c'est ce qu'on évoque aussi avec les élus quand on va les voir et qu'on discute de ces sujets. Parce que globalement, ça démarre par le coût d'un foncier, en fait, quand on veut faire ce genre de choses. Mais effectivement, derrière, c'est une pièce ou une maison dans laquelle les anciens peuvent se regrouper, animés, là, pour le coup, sur l'opération qui a été livrée au mois de juin par le personnel de l'ADMR. Donc on est dans ce jeu-là, effectivement. Juste pour compléter, en fait, vous avez raison, je dirais même c'est le brésinage solidaire. Donc c'est le béguinage à la bretonne. Où, effectivement, je retiens. Ouais, tu l'as déposé, non? À l'instant, on va envoyer. Mais c'est tout à fait ça. En fait, on est dans cet esprit-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant. La Bretagne est une terre de solidarité, d'association. En fait, on vient juste apporter une brique technique, technologique à ce que les Bretons et les Bretonnes ont toujours fait. Mais à cette catégorie de notre population. Mais effectivement, on est bien sur ce sujet d'entraide et de lien social, qui est très important pour nos aînés. Et d'ailleurs, ils souffrent d'abord à cause du manque de lien social. C'est ce qui dégrade la santé mentale et physique derrière. Merci, monsieur, pour votre question. Monsieur ? Vous allez aller sur Bordeaux aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais plus. Je n'ai pas cité Bordeaux, mais évidemment, Bordeaux est un territoire historique du groupe Arkea, donc c'est un territoire sur lequel on a envie de tester TeamZ. Et en effet, l'idée, ça serait d'y aller, je pense, en début d'année prochaine. L'idée, c'est de bien consolider ce qui fonctionne bien sur le Finistère, la taille du tissu économique, le nombre de partenaires, la qualité des partenaires, leur répartition, finalement, avoir quelques petites métriques pour pouvoir après plus facilement dupliquer le modèle. Donc en tout cas, dans notre cible, c'est bien de démarrer en début d'année prochaine d'autres départements, d'autres territoires, et après de grandir par proximité. Et évidemment, la cible finale est une cible nationale. Sur l'habitat inclusif, vous avez eu les réponses ou vous vouliez prolonger ? Peut-être juste, ouais, on est complètement dans cet état d'esprit. Quand tout à l'heure on a mentionné le co-living où on va mixer des jeunes étudiants ou des jeunes actifs, on est vraiment dans l'esprit de l'intergénérationnel. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Le lien social est élémentaire. Et aujourd'hui, nos aînés qui se retrouvent seuls, qui ont besoin de lien social dans des maisons qui sont grandes, une des solutions est effectivement de pouvoir mettre à disposition à des jeunes étudiants actifs d'accéder avec des contreparties. Donc on est complètement dans cet esprit d'entraide et de solidarité. Merci pour vos questions. On va s'arrêter là. Merci à tous les trois. Merci beaucoup pour vos éclairages. Et merci à vous d'avoir été présents. Merci.